Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler géopolitique avec ce qui se passe actuellement au Kazakhstan et en Ukraine. Comme tu as pu l'entendre, je pense que la Russie joue un petit peu des coudes et montre les muscles. Je te parlerai marché de l'uranium parce que vu ce qui se passe au Kazakhstan, tu verras, il y a un gros impact sur l'uranium. Tu le sais si tu me suis depuis longtemps, c'est un marché qui me tient à cœur parce que je pense qu'il va exploser dans les prochaines années. On peut faire un x2, x3, voire même x5. Je suis placé sur ce marché-là et actuellement il est assez tendu et je pense qu'il y a des belles opportunités. Et pour finir, je te parlerai crypto-monnaie parce que pareil, ce qui s'est passé au Kazakhstan implique pas mal de choses sur les cryptos et j'ai acheté ma première crypto. Je te présenterai ça en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Mets-moi un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer à te faire ce genre de vidéos. Allez, let's go, c'est parti, on commence tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé au Kazakhstan ces 2 dernières semaines? Déjà, avant de parler du Kazakhstan, il faut mettre un petit peu tout ça dans le contexte, puisque la Russie a déjà déployé des troupes à la frontière ukrainienne pour mettre la pression sur le pays pour pas que celui-ci rentre dans l'OTAN, une alliance militaire que la Russie considère comme hostile. Et le 2 janvier, il y a des grosses émeutes qui ont éclaté au Kazakhstan, et la Russie a envoyé des troupes le 6 janvier pour aider le gouvernement kazakh à gérer la situation, et les troupes étaient utiles pour protéger les installations étatiques et militaires kazakhstan et d'aider les forces d'ordre kazakh à stabiliser la situation et rétablir l'état de droit. Comme tu peux l'imaginer, ça s'est pas forcément très bien passé. Il y a eu beaucoup de blessés et beaucoup de morts suite à l'intervention de l'armée russe. Revenons un peu en arrière et essayons de comprendre pourquoi il y a eu des émeutes au Kazakhstan et pourquoi c'est intéressant de le savoir pour un investisseur comme toi et moi. Déjà, le Kazakhstan, c'est un pays qui fait à peu près 5 fois la France en superficie. Par contre, la population y est 6 fois inférieure. C'est-à-dire que ça fait un Kazakh au kilomètre carré qui est assez faible. Ensuite, le Kazakhstan fait partie des 5 nations qui ont été indépendantes suite à la chute de l'URSS. Et parmi ces 5 nations, c'est la plus riche d'entre elles. Pour une raison assez simple, c'est que ces sous-sols regorgent de pétrole, de minerais, d'uranium, et c'est devenu d'ailleurs un des principaux pays qui accueille des mineurs de crypto-monnaies. Donc on voit que c'est un pays qui a quand même un poids économique international qui n'est non négligeable, et pour les personnes qui s'investissent sur le secteur de l'uranium, comme moi par exemple, c'est très important de voir ce qui se passe à peu près au Kazakhstan, puisque tu vas voir dans la suite, le Kazakhstan a un point énorme sur ce marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a des émeutes maintenant? En fait, le Kazakhstan, le 1er janvier, il a fait exploser le plafond du prix du gaz de pétrole liquéfié, ce qu'on appelle aussi le GPL. Et en fait, le GPL, c'est le carburant d'entre 70% et 90% des véhicules kazakhs. Donc évidemment, quand on fait exploser le plafond, le prix augmente et il a doublé en peu de temps. Donc en fait, les personnes qui avaient des voitures devaient payer 2 fois plus cher leur carburant qu'avant. Donc évidemment, ça c'est pas terrible, sachant qu'en plus, le salaire moyen d'un Kazakh est environ de 500 euros. Tu te souviens, j'ai dit que le pays était plutôt riche, mais en fait c'est très inégalement réparti. Il y a beaucoup de personnes qui sont très pauvres avec très peu de personnes qui sont très riches. Évidemment, le prix du carburant qui double, ça a un impact également sur les produits alimentaires, parce qu'il y a le transport qui va rentrer en compte, et si le transport coûte plus cher, on va répercuter le prix sur le produit final, et donc c'est évidemment le particulier qui va payer un produit alimentaire qui est beaucoup plus cher. Déjà en plus que tout ça, ça avait augmenté à cause du Covid, là la population n'en pouvait plus, ils sont allés dans la rue, et il y a eu des émeutes et des manifestations qui étaient énormes. Les manifestations kazakhes ont commencé dans la ville d'Amalti. C'est une grande ville qui est située plus proche de la Chine que de la Russie, et c'est la capitale économique du pays. Les affrontements entre manifestants et policiers ont été extrêmement violents, puisqu'il y a eu 12 policiers kazakhs qui sont morts, des dizaines de manifestants qui sont morts, et des milliers de blessés parmi les manifestants. Et je pense que les mots du président kazakh Tokayev représentent bien ce qui s'est passé. Il a dit, je cite, l'opération antiterroriste se poursuit, les militants n'ont pas déposé les armes, ceux qui ne se rendent pas seront éliminés. On voit vraiment que c'est un discours qui est très fort et qui montre qu'il veut absolument mater tous les manifestants par la force s'il le faut, et je pense que c'est d'ailleurs pourquoi il a appelé à l'aide à la Russie et qu'il y a des troupes russes qui ont été déployées dans le pays. Suite aux manifestations, le gouvernement a démissionné et a laissé les pleins pouvoirs à Tokayev qui maintenant règne en maître sur tout le Kazakhstan. Il a même déclaré l'état d'urgence sur l'entièreté du pays
à partir du 5 janvier et a même coupé Internet le même jour. Comme on le voit sur le graphique, le 5 janvier à midi, tous les Kazakhs n'avaient plus Internet. Ensuite, il y a eu un petit déblocage d'Internet, mais ça s'explique tout simplement par le fait que le président faisait un discours, il voulait qu'il soit retransmis, donc ils ont remis Internet, et dès que le président a fini son discours, ils ont recoupé Internet complètement pour tous les Kazakhs. Ça s'explique assez facilement, le gouvernement ne veut pas que les manifestants puissent communiquer à l'extérieur du pays et ne puissent pas communiquer entre eux via les réseaux sociaux. Mais comme tu peux le deviner, pour les mineurs de crypto-monnaie, ne pas avoir internet, eh ben, c'est pas très cool et ça se passe pas très bien. Mais ça, j'évoquerai le sujet un peu plus tard dans la vidéo. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi la Russie a décidé d'envoyer des troupes au Kazakhstan. La première raison, c'est parce que c'est un partenaire économique de premier plan. Le Kazakhstan est son premier partenaire commercial en Asie centrale. Évidemment, pour la Russie, il vaut mieux que le pays reste stable pour pouvoir continuer à commercer avec lui. Deuxième raison, c'est que la Russie possède une base spatiale au Kazakhstan, à Baïkonour. C'est depuis Baïkonour que la Russie envoie des satellites dans l'espace. Et elle loue cette partie, donc Baïkonour au Kazakhstan, 100 millions d'euros par an. Et c'est essentiel pour la Russie de garder cette position, parce qu'elle aimerait bien se placer par exemple dans le tourisme spatial sur le long terme. Et évidemment, c'est une base spatiale de premier plan pour la Russie qu'elle ne veut pas perdre. Troisième et dernier point pour lequel la Russie est intervenue militairement au Kazakhstan, c'est l'intérêt culturel. En fait, il y a beaucoup de russophones au Kazakhstan, environ 18,5% de la population. Et évidemment, la Russie veut maintenir son influence sur le pays, et pour ça, vaut mieux qu'il reste stable. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? En fait, le Kazakhstan, c'est 41% de la production mondiale d'uranium. Donc sur le marché de l'uranium, quand on a le Kazakhstan qui vacille, c'est évidemment très bon signe pour tous les autres mineurs, puisqu'on va avoir une demande qui va rester stable, hein, les pays vont continuer à acheter de l'uranium. Par contre, on va avoir une production qui va être beaucoup plus faible. L'offre va diminuer parce qu'on a un pays qui est en difficulté, tel que le Kazakhstan, qui va pouvoir moins produire. Et donc, les autres mineurs vont devoir produire plus, un prix qui va augmenter, donc ils vont devoir prendre plus cher. Et ça, évidemment, pour mon portefeuille uranium, c'est juste génial. Concernant l'uranium, on a également l'Europe qui a déterminé que l'uranium, enfin en tout cas les centrales nucléaires, serait l'énergie de transition vers le renouvelable. On a un commissaire européen qui a dit qu'il y aurait des investissements d'environ 500 milliards d'euros jusqu'en 2050 sur les centrales nucléaires pour justement amener la transition écologique. Et ça, c'est génial parce qu'il y a de plus en plus de pays donc, qui vont investir dans les centrales nucléaires. Ça va donc demander de plus en plus d'uranium. Et évidemment, c'est bon signe pour mon portefeuille. Et on a le cours de l'uranium qui est monté de 8% suite à ce qui s'est passé en fait au Kazakhstan. Ça a réagi directement puisque évidemment, comme j'ai dit, on va avoir une production plus faible au Kazakhstan normalement vu ce qui s'est passé, ou en tout cas c'est incertain pour le moment, et donc on a un cours qui va augmenter puisque l'offre va diminuer alors que la demande va rester stable. Et justement, si on regarde mon portefeuille uranium, c'est toutes les actions que je possède actuellement sur le marché de l'uranium, j'ai un rendement de 18,5%, donc j'ai une grosse chute parce que j'étais à plus de 50% de gains fin 2021, et là les actions de l'uranium ont plutôt chuté. Quand tu regardes, j'ai des gains qui sont intéressants. Sur Cameco, je suis à 30%, 40% sur Uranium Energy, 64% sur Peninsula Energy, et sur Paladin Energy, je suis à plus de 80%. Alors j'ai deux actions où je suis en perte actuellement, mais je pense que le marché va se redresser et repartir à la hausse. Et d'ailleurs, je pense même que ça peut être un point d'entrée intéressant, comme tu vas le voir sur les graphiques, parce que ça a beaucoup baissé ces derniers jours. Commençons par regarder le tracker qui est spécialisé dans l'uranium, URA. Je suis en format journalier, chaque bougie représente une journée de cotation. On voit qu'on est entré dans un range, on évolue entre 25 $ et 23 $. Par contre, sur le RSI, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une stabilisation suivie d'une accumulation. C'est-à-dire que petit à petit, le prix commence à s'accumuler et monter petit à petit pour se rapprocher de la barre des 50. Et ça, souvent, c'est bon signe. Quand on regarde, il y a eu une belle hausse du marché, et là, il y a eu une correction, une hésitation, et c'est possible que le marché reparte à la hausse dans les prochains jours, voire même les prochaines semaines. Si on prend par exemple Denison Mine, une action que je possède personnellement dans mon portefeuille uranium, on voit que c'est à peu près la même chose. On a une accumulation suivie potentiellement d'une explosion du prix par la suite, et on est contenu dans un range entre une résistance et un support. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est si je dézoome, je me mets en format hebdomadaire,
Et quand je dézoome, on voit en fait, bah, il y a beaucoup de marge. Par exemple, si on atteint ce pic-là, à 4 dollars, on est aujourd'hui à 1,36. Donc on ferait quasiment un x3 sur le prix de Denison Mine. Et ça, toutes les actions que je possède dans mon portefeuille uranium ont un potentiel de x2, x3, voire même x5 dans les prochaines années. Et là, on voit qu'il y a une correction, ce qui permet potentiellement d'acheter à un prix un peu plus faible et ensuite qui va repartir à la hausse, qui permettra d'avoir des gains explosifs dans le futur. Si ce secteur t'intéresse et que tu souhaites investir dedans, j'ai fait une vidéo où j'analyse complètement le secteur de l'uranium. N'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien dans la description ou tu peux accéder via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Avant de passer à la suite et que je te montre la crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi récemment, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche puisque prochainement je vais sortir une vidéo d'analyse complète sur le domaine du métavers. C'est une vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et avec beaucoup d'informations et surtout à la fin de la vidéo, donc sur le métavers, je vais te présenter une action qui selon moi a énormément de potentiel. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche et si tu mets un pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça me motive à te faire d'autres vidéos sur ce genre de sujet. Allez, let's go, c'est parti. Je te montre tout de suite ce qui se passe au niveau des cryptos suite au problème du Kazakhstan. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le Kazakhstan est un gros joueur au niveau des crypto-monnaies. Il représente 18% du minage mondial. Ça s'explique assez facilement. L'électricité est plutôt bon marché dans le pays et en plus il fait très froid. Donc au niveau refroidissement des serveurs, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je te l'ai dit, le Kazakhstan a coupé Internet à tous les habitants du pays pendant un certain temps. Et ça, bah, pour les mineurs, c'est catastrophique parce qu'ils peuvent plus miner tout simplement. Ça a provoqué une chute du Bitcoin de 9%, mais je pense que ça a plutôt été une vente panique qu'une vente réfléchie. En fait, tout le monde pensait que ça aurait un impact sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, mais en fait non, la blockchain va s'adapter en fonction de la puissance de calcul qu'elle dispose. Donc plus il y a de puissance de calcul, bah, plus elle en aura besoin, moins il y en a, bah, elle va s'adapter en conséquence. Et ça, je pense que peu de personnes le savaient, ou en tout cas les gens ont anticipé que d'autres personnes ne savaient pas. Ce qu'on appelle la psychologie collective. Imaginons qu'un investisseur se dise, bah merde, là le Kazakhstan, il coupe Internet, donc il y a 18% de puissance de calcul en moins, et si les personnes pensent que c'est catastrophique pour le Bitcoin, ils vont tous vendre. Donc autant que je vende en premier. Donc là on a une personne qui dit que tout le monde va paniquer, donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va vendre le Bitcoin. Le Bitcoin va donc descendre. Et donc il y a d'autres gens qui se disent, ah bah non zut, il y en a qui pensent que c'est la panique, donc ils vont revendre. Et en fait on a un cercle vicieux, qu'en fait, dû à la panique, et ça souvent c'est que court terme, on a une grosse chute, et ensuite ça peut remonter. Alors si c'est vraiment le cas, on verra potentiellement le Bitcoin qui va remonter dans la suite, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Du coup, vu que les marchés crypto ont un peu diminué à cause du Kazakhstan, j'en ai profité pour me placer et acheter ma première crypto-monnaie. Alors non, ce n'est pas du Bitcoin, ce n'est pas de l'Ether, j'ai acheté du Polygon. Polygon, c'est une crypto-monnaie qui me plaît beaucoup vu ce qu'il y a derrière, qui a commencé assez récemment, le 29 avril 2021, et qui pour l'instant a une jolie courbe plutôt haussière. Donc j'ai profité de la crise kazakh, cette jambe de baisse ici pour me positionner. Et si le sujet t'intéresse, t'as envie que je te présente Polygon plus profondément, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Et si je vois que ça plaît à beaucoup de monde, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, ce qui me permettra tout simplement d'en parler plus profondément. N'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche, puisque semaine prochaine, je te fais une analyse complète du métavers avec une action qui a beaucoup de potentiel. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Moi je te dis à dimanche prochain à 9 h. Allez, salut!